Bonjour. La commune de Saint-Cyr-en-Val comporte 3320 habitants. C'est une petite ville qui, au plan géographique, est construite sur deux sites géologiques différents. D'une part, le lit majeur de la Loire, pour un tiers, les deux autres tiers étant concernés par la Sologne. La commune a eu l'opportunité d'acheter la propriété de Morchaine avec 150 hectares de terrain il y a maintenant 12 ans. L'objectif était à cette époque de développer la zone d'activité. Nous avons mis 90 hectares à disposition des industriels. Et puis nous avons gardé pour les loisirs un parc, un étang et le château de Morchaine. Et puis une autre chance a été pour nous de pouvoir acquérir la propriété de La Motte, qui est une ancienne propriété du lycée horticole de l'agglomération. Et les bâtiments étant en très bon état, nous avons pu y loger tout de suite l'ensemble des associations. Et évidemment le centre aéré. Puisque notre objectif était, il y a 6 ans, au moment des élections, de construire une maison des associations et de développer l'activité en direction de l'enfance. Ces panneaux qui ressemblent en fait à des panneaux routiers ont beaucoup fait s'interroger les passants, les habitants de Saint-Cyr, mais également toutes les personnes qui traversent la commune. Ça a été un point d'interrogation. Ça a interloqué tout le monde, au point même que certains panneaux ont disparu. Je suppose que certains d'entre eux sont dans des propriétés privées à l'heure actuelle. Donc c'était un signal cocasse, ces panneaux, un signal qui suscitait la curiosité, et cela a été complété par une autre signalétique, parce qu'on a vu fleurir partout dans la commune des panneaux avec le soleil, la dénomination Cosmos. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit à un moment donné, enfin vous vous êtes dit, je vais faire quelque chose autour du cosmos, de la galaxie, et quelque chose à Saint-Cyr-en-Val, Philippe Clerc. Tout d'abord, bonsoir Laurent, bonsoir à vous. De me recevoir dans votre émission. Alors, l'idée, je crois, est partie de la rencontre, de notre rencontre avec André Braque, et puis du fait également que je travaille dans le milieu artistique, donc avec une sensibilité, comme l'a très bien dit André. Donc la réunion avec le Cosmos, c'est évidemment de pouvoir avoir différentes sensibilités qui s'expriment, comme vous l'avez très bien dit, sur ce thème. Un thème qui prête à rêver. Donc c'est pour ça que dans Cosmos 2000, on va rencontrer de la musique, de la poésie, de la sculpture, de la peinture. Donc beaucoup de choses, oui. C'est important pour Saint-Cyr-en-Val de s'impliquer dans ce genre de projet culturel, Jean-Pierre Simon? Absolument, oui, d'autant que Saint-Cyr-en-Val est une petite commune de la périphérie d'Orléans. Jusqu'aux dernières élections municipales, on n'avait pas clairement identifié la mission culturelle. Tout le monde faisait du culturel à Saint-Cyr-en-Val. Ouais, donc là, la mission, c'est le Cosmos, c'est l'univers. Nous avons Cosmos, l'univers, et nous avons un projet de dimension importante. C'est le premier, ça coïncide donc justement avec cette année 2000 qui marque la fin du millénaire. On communique auprès de 500 de nos meilleurs adhérents FNAC, le programme qui a été fait pour l'opération Saint-Cyr-en-Val. Et puis on a été même plus loin parce que ce soir, donc lors de la soirée des adhérents, on a organisé tout un stand de démonstration sur le programme de Cosmos, sur la nuit des étoiles, sur différentes animations avec le club d'astronomie, pour justement que le club puisse échanger des informations et puis communiquer sur la tenue prochaine de Cosmos 2000 à Saint-Cyr-en-Val.
FNAC a toujours été acteur dans la ville et acteur dans l'agglomération. Saint-Cyr-en-Val fait une opération, nous devions d'être bien entendu au rendez-vous. Philippe étant, je dirais, déjà très ancré avec la FNAC, a toujours été pour nous un relais efficace. Et bien entendu, nous devions d'être au rendez-vous quand il nous a sollicité. Il était beaucoup mieux de faire ça avec la FNAC, qui met tous ses moyens pour vraiment monter un partenariat et vraiment pouvoir mettre tous les moyens possibles donc, pour Saint-Cyr-en-Val et Cosmos 2000. Ils ont bien compris tout ce qu'il fallait faire, quelques petites erreurs au niveau des tout petits, Oui. au niveau des emplacements au sol, et puis sur les petits mots Cosmos 2000, il y a eu apparemment des lettres qui ont été inversées. Mais bon, c'est pas grave parce qu'elles ne savent pas lire ni écrire, donc on leur en veut pas trop, même du tout. Tout a commencé par le Big Bang, hein. C'est extraordinaire ça. L'univers est apparu tout d'un coup à partir de rien du tout. Donc ça a commencé comme ça a créé de l'énergie apparue, l'univers, l'espace a commencé à apparaître avec de plus en plus de mètres cubes. Et les dernières observations avec le télescope spatial de Hubble indiquent que cette expansion est accélérée, de plus en plus rapide et continuera toujours.
L'animal persévère, l'espèce prospère. Imbécile, oublieux des révolus sillons. Du soleil laboureur. Je répète pour ceux qui n'auraient pas écouté. L'animal persévère et l'espèce prospère. Imbécile, oublieux des révolus sillons. S-I-2-L-O-N-S. Du soleil laboureur. Parce que moi j'ai la chance de lire le texte. Les marches de l'horloge. Merci. Aimables banditrix des hommes voluptés, qui donnaient aux poissons les œufs et la laitance, qui donnaient à la menthe un respect religieux. Pour le mâle croqué qui se souvient des cieux, mère des jeux, des arts et de la tolérance, qui donna à la pute un goût de carrefour, autant d'air salocaux et au lingot son four, toi qui fis de l'écume une pipe de mer, de la moule une vulve et du chêne des glands, anime cette plume à la forme phallique pour doxologiser tes exploits mirifiques. Certains vont dans l'hyperespace, moi c'est dans le prospère espace. Je suis aux allunis absents, pour dire papa, pour dire maman, des galaxies plein ma besace, et des trous noirs à mes chaussettes. J'ai perdu mes sous dans le sas, ma voie lactée est à la diète, ma voie lactée est à la diète. J'ai Cassiopée dans le zodiaque, mon décan est mal décanté, ma quête d'étoiles est patraque, j'habite un astronome hanté. Je fais le troc des naines rouges, je trafique dans les pulsars, et les transporte tout ce qui bouge, dans un univers de coltard. J'habite planète Don Quichotte, au fond de la galaxie Pierrot, là où brille un soleil qui trotte, où satellite est un gros mot, où satellite est un gros mot. Soleil, diamant, calé sur des misaines, brisant de feu et gratigné de lune, aurore comète, grisée par le jusant, futaie du ciel dressée contre la nuit, étoiles, circulées, peuples immenses aux équinoxes roux, Icare d'avant l'azur, aux ailes de corail, revers tonitruant d'une éternité trop petite, albatros immolés sur les horizons dépassés, étoiles, circulées. Anges vigies des lumières épanouies, mots écorchés, volontés impunies, grands vaisseaux lyres partis avant le monde, apocalypse peinte au fronton des comètes, étoiles, circulées. C'est ce qui se passe là, le jour, quoi. Ouais. Le jour et la nuit. Le jour, on ne les voit plus parce que c'est caché par la lumière du soleil. Est-ce que tu l'as changé? C'est que le soleil... On voit le soleil. On voit le soleil et la lune qui font le tour. Et là, il va revenir. Elle va refaire un tour. Tu veux essayer? Vierge, Scorpion. Ça je sais pas. Ça je sais pas. Ça je sais pas si c'est un poisson. Un poisson avec des ailes. Non, c'est celui-là.
faut y participer. Je crois que ce goût du rêve, l'astronomie reste encore certainement l'astronomie, tout ce qui tourne autour de l'astronomie reste c'est l'astronomie et les problèmes d'origine. Hein. Ouais. Je crois que tout ce qui touche au problème des origines est vraiment un thème qui passionne les gens et pour lequel le discours est le plus facile à faire passer. C'est-à-dire, ce qu'on essaie, c'est de partager l'aventure scientifique et technique avec le plus grand nombre, parce qu'on n'a pas le droit, on estime qu'on n'a pas le droit de laisser le public sur le bord du chemin, et en particulier les enfants. Alors pour les enfants, c'est d'une part parce qu'on forme des citoyens, ce seront des futurs citoyens donc, qui seront amenés à faire des choix de société, donc ces choix ne peuvent être raisonnés que s'ils ont un bagage scientifique. Donc l'idée, c'est quand même, certes, l'enseignement transfère du savoir, mais la vulgarisation, elle, c'est très schématiquement 50% de savoir, le transfert de savoir et 50% de transfert de rêve et d'émotion. La Terre s'est formée page 0, d'accord? Et nous sommes à la page 100 aujourd'hui. La question c'est, est-ce que les extraterrestres existent? Alors c'est ce qu'on essaye de chercher en laboratoire, parce que je suis chercheur au CNRS. C'est donc le bâtiment bleu qui est juste là. Vous savez où est CNRS, hein? C'est juste bien à la source. Donc on essaye de comprendre comment la vie est apparue sur Terre, et on essaye aussi de voir si la vie est possible au-delà de la Terre. Alors aujourd'hui, on n'a pas trouvé de vie autre que la vie sur Terre. Donc on n'a aucune indication de l'existence d'extraterrestres. Alors il y a beaucoup de gens qui croient avoir vu des extraterrestres, des ovnis, etc. Ce sont la plupart du temps des manifestations optiques, des genres aurores boréales ou des manifestations. Donc c'est pas la pure invention. Vous avez peut-être vu le radiotélescope à Nancy, c'est le grand miroir là. Et donc quelques heures, plus maintenant, mais il y a quelques années, étaient encore consacrées à l'écoute des signaux. On n'a jamais écouté de signal qui pourrait provenir d'une intelligence extraterrestre. On connaît les planètes depuis... Les Grecs avaient découvert les planètes parce qu'on les voit tous les jours, donc ils avaient donné des noms. Les Babyloniens avaient déjà une bonne connaissance du ciel, hein. Donc ils étaient très observateurs. C'est certainement une des caractéristiques de l'esprit humain, c'est d'observer et puis d'essayer de comprendre. Ça, c'est les fondements de la recherche et de la science, c'est voir des choses et puis, bon sang, bingo, mais ça sert à quoi, c'est quoi? Donc on essaie de comprendre et il donnait des explications et donc des noms. C'est vrai que le Soleil explosera dans 5 milliards d'années? Oui, c'est vrai. C'est vrai, le Soleil, on connaît bien l'histoire des planètes, des étoiles comme le Soleil, qui s'est formé, est en continuelle expansion. Donc la chaleur dégagée par le Soleil devient de plus en plus forte, parce que le Soleil brûle son hydrogène. C'est comme une bombe à hydrogène, une fusion. Donc il brûle la bombe, et quand il arrive, et quand il aura, dans 1,5 milliard d'années, il aura tellement grossi, donc avant 5 milliards, hein, enfin 1 milliard, dans 1,5 milliard, c'est bien avant 5 milliards, il sera tellement chaud et proche de la Terre que la température sur la Terre va stériliser la Terre. Donc la vie va disparaître de la Terre dans 1,5 milliard. Mais dans 5 milliards, tout va exploser et on recommence à zéro. Il va exploser et former de la poussière qui refera de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, etc. Nous leur offrons 1h30 de musique, originaire de diverses cultures. Certains morceaux expriment notre sentiment de solitude cosmique, notre vœu de mettre fin à notre isolement, notre désir d'entrer en contact avec d'autres êtres dans le cosmos.
Nous avons enregistré des sons qu'on aurait pu entendre aux premiers âges de notre planète, avant l'apparition de la vie. Puis des sons évoquant l'évolution de l'espèce humaine jusqu'au plus récent développement de notre technologie. Tout comme le chant des baleines, c'est un message d'amour que nous lançons dans la profonde immensité. Il restera sans doute en grande partie indéchiffré, mais nous le transmettons cependant, parce qu'il est important d'essayer. bango wana bakomi kotala ya bango yebisa Philippe Claire asalisa bana ya Afrika batala makambo ndenge ezali kobima oyo ezali koya epai na bango. Mais vous les hommes, vos oreilles sont assourdies parce qu'elles sont emplies de ce son. Vous êtes comme ceux qui habitent à Katadopa, au bord des chutes du Nil. Le fracas immense fait que ce peuple n'entend même plus. C'est ce qui se passe pour le son que produit l'univers en tournant si rapidement. Il est si intense que les oreilles des hommes sont incapables de l'entendre, tout comme vous ne pouvez regarder le soleil. Jean-Pierre Dalanès sculpte des formes géométriques, universelles, en somme symboliques. Ses œuvres d'art, inspirées des stèles mésopotamiennes et d'écritures cunéiformes, il exprime l'interrogation sur le temps et la mémoire par l'intermédiaire de matériaux tels que le fer, le bois ou le bronze. Souvent, il y a dualité du bois tendre, comme l'être humain, et du fer dur, comme la mémoire. J'ai un peu un langage à la fois provocateur, mais qui en définitive est plutôt une ouverture sur la tolérance, quoi. Et dans ce langage, je trouve le mot de difformité. Je travaille essentiellement la peinture à l'huile de manière très classique d'ailleurs. Hein, donc je travaille toutes mes toiles au pinceau et notamment je les blaireaute beaucoup, hein, parce que pour obtenir, je dirais, la finesse et les dégradés. Une dizaine de questions qui nécessitent de faire tout le parcours étoilé, une certaine assiduité dans toutes les conférences, les concerts. Et on gagne un voyage dans le temps? On gagne le premier prix étant une lunette astronomique.
Donc c'est percussion et synthétiseur. Alors de quoi je peux jouer moi? De quel instrument? Je joue avec le percussionniste. Si je joue pas de violon parce que il y en a plusieurs, qu'est-ce qui reste? Le synthétiseur. Voilà. Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Je pense, alors si vous voulez, notre association qui existe depuis déjà plusieurs, 10 à 12 ans, c'était de jusqu'ici limité à la musique simplement. Et on s'est aperçu que les arts ou la culture avaient, disons, d'autres horizons. Et on a voulu organiser des spectacles de manière à pouvoir maîtriser et mettre en évidence tout ce qui pouvait apprendre ou apporter quelque chose à la culture sous toutes ses formes. C'est assez rare qu'il y ait des manifestations aussi importantes, à part les manifestations habituelles qui ont lieu tous les ans sur Orléans, à savoir la journée de l'enfance, la journée de l'environnement et puis la nuit des étoiles que nous organisons. Donc quand certaines personnes essaient d'avoir les idées qu'on n'a pas eues, eh bien on trouve que c'est intéressant de s'y associer et puis d'essayer de faire naître des curiosités chez les plus jeunes, peut-être chez les moins jeunes, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on aime bien et qu'on voudrait voir partagé par plus de personnes. Là, c'est la température de la Terre, l'énergie du Soleil, Ouais. la température, l'électricité là-bas. Là aussi l'énergie du Soleil. C'est du spectre. Ouais. La Lune, normalement qui tourne beaucoup plus vite. C'est sa vitesse qui ne la fait pas tomber. D'accord. Simon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de l'école. Tout à fait. Et vous venez de recevoir donc le planétarium. Voilà, donc le planétarium est maintenant installé. Les classes en bénéficient. Chaque classe peut y consacrer 2 séances puisqu'on fait entrer les enfants par demi-groupe. Donc c'est un événement important, c'est quelque chose de nouveau dans notre école. Nous sommes associés à l'opération Cosmos et nous en sommes tout à fait satisfaits, puisque ça va nous permettre, d'une part, donc, de faire l'observation des étoiles grâce à ce matériel, et puis ensuite de réaliser pour une classe de CM2 un stage de microfusée. C'est vrai qu'on déjà regardé les étoiles un peu la nuit? Ouais. Ça vous dit quelque chose quand on vous parle de la grande ours? Ceux qui n'ont jamais vu ça, qui ne savent pas ce que c'est, on va voir ça tout à l'heure. En rentrant dans ce bruit clou. Alors on va rentrer? Ouais. Allez. Encore une.
y a trois façons de se protéger du soleil. Et chacun regardez un petit peu là-dedans, et après vous allez regarder la différence dans celle-ci. On se protège pareil, mais c'est pas tout à fait le même aspect. Hein. Alors vas-y, tu passes sans évidemment mettre les doigts sur les... Ça aussi. Et le troisième, c'est celui-ci. Voilà. Quand tu as fini de regarder, alors il faut que tu regardes le soleil, hein, parce que tu t'infiltres. Alors, alors regarde dans le dernier, c'est encore une autre. J'ai déjà essayé. Tu vas regarder dans celle-là, c'est pas pareil. On voit le vert. Ah, je sais pas. Bon. Et puis tu vas regarder dans celle-là, et c'est pas pareil. Vous mettez bien les doigts que sur le carton. Hein. Tu vas te mettre au soleil, hein, sinon... Mets d'abord le carton. Avec les mains pleines de doigts. Voilà. Alors t'as vu comment c'était? Quelle couleur là? Bleu. Ouais, blanc-bleu. Hein. Et chez papa, c'est comment? C'est orange. Voilà. Et dans celle-là, regarde. Vert. Ah, tu sais déjà. Alors surtout, hein, on fait ça, on risque rien. On se voit, ça fait Voilà, donc on a un miroir, t'as tout compris. Mais ce miroir, c'est pas un miroir de salle de bain, il n'est pas tout plan. Hein. C'est en fait un miroir qui est un petit peu creux. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un miroir creux? Eh bien, les rayons lumineux, ils arrivent par là. Alors même quand tu as une toute petite étoile, ben, la petite étoile, elle envoie ses rayons lumineux comme ça. Et puis ensuite, le miroir, il renvoie les rayons lumineux vers ce qui est caché là derrière et qui est un autre petit miroir. Et ce petit miroir, il renvoie encore... Oh, attends. Alors, ça, tu vois, c'est pas la chose à faire. Pour le moment, tu risques rien. Mais imaginons que je suis pointée sur le soleil. Cette fois-ci, je pointe... Je risque rien là. Protégé. Ah ben si, là, je vais regarder. Là, je vais mettre mon œil. Sinon, quand est-ce qu'on va le mettre là? Là, je vais pointer mon soleil. Une fois que mon soleil, je vais pointer, va être pile poil au milieu. Mon télescope, il est réglé. S'il est pile poil au milieu là, je vais le trouver facilement. Et bien ici, ça sera dans mon télescope. Et je regarderai ici et ça sera 50 fois plus gros qu'à l'œil nu. Et là, 6 fois plus gros qu'à l'œil nu. Alors on devrait voir cette grande ours qui est là, si j'éclaire trop, peut-être hein, je vais la montrer comme ça. Donc on devrait voir les 7 étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est une grande casserole qui a l'air d'être comme un peu presque verticale à cette heure-ci. Nous on voit souvent que les 7 étoiles de la grande ours, mais en fait la grande ours elle est beaucoup plus grande que ça. Et elle s'allonge vers ici, alors il va manquer une étoile, je vais essayer de vous la montrer, je vais éteindre celle-là. Ici on a 2 étoiles et on en a encore une autre ici, c'est-à-dire que normalement ça c'est la queue, ça serait le dos de la grande ours avec son museau qui arrive ici, ça c'est son ventre, et ici on a d'autres étoiles avec ici comme la griffe, c'est la patte postérieure, et ici on peut dire qu'il y a aussi, ou de là on peut partir, on a aussi la patte avant. Donc les anciens, les Grecs, il y a 6000 ans, ils ont vu eux une grande ours, il y a une autre étoile ici qui n'a pas été dessinée. Et effectivement, c'est pour ça que ça a été appelé la grande ours. Celui-là, c'est un télescope type Newton. Vous avez un miroir au fond et vous regardez sur le côté. Hein? On est vraiment dans l'espace. Alors celui-ci, c'est un télescope de type Schmidt-Cassegrain. Celui-là a l'avantage d'être beaucoup plus court hein, que les télescopes du Newton. Certaines des œuvres sur lesquelles je travaille, notamment celles qui sont présentées ici, il y a un rapport évident au cosmos par les icônes utilisées qui sont issues de vieux livres. Donc, de façon générale, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le thème de l'encyclopédie, donc des atlas, des vieux traités de perspective, des vieux traités de cosmographie. Et donc, de façon évidente, en regardant l'étoile, il y a un certain nombre de pièces, notamment ici, qui utilisent ce type
de dessins anciens, de gravures anciennes. Dans les pièces qui sont ici, il y a cette idée du relief, dans la mesure où c'est créé sur des plaques qui se superposent, donc on a un relief véritable. Sur d'autres pièces, ça peut être quelque chose plus proche du bas-relief, c'est-à-dire un relief qui vient vers nous, et puis enfin il y a d'autres travaux qui sont simplement peints, mais où il y a une superposition comme ça de strates, d'objets, de dessins, de peintures de types différents. C'est un petit peu cette idée de la pensée qui se dépose par sédiments et qui vient se superposer et créer un ensemble d'éléments un petit peu hétéroclites qui fonctionnent, qui s'articulent entre eux. Non seulement je trouve entièrement ma part dans Cosmos 2000, mais justement cette double lecture qui fait que c'est une exposition de type artistique, mais confrontée à des expositions, je dirais, plus scientifiques, plus didactiques, fait peut-être, et j'espère que les spectateurs, le public aura ce double regard un petit peu, et pas simplement cette approche souvent esthétique, simplement en se disant c'est beau, c'est pas beau. Deux raisons. La première, c'est parce que Dominique Erard, je trouve que c'est vraiment un très grand et un type tout à fait intéressant. Deuxième chose, c'est Cosmos. J'étais intrigué par l'invitation et le fait que la culture scientifique, il y a un mariage entre la culture scientifique et ce qu'on appelle la culture autrement picturale. Véritablement, des mondes animés grouillent au sein des astres environnants, comment leur faire signe? Comment les aviser que la Terre, notre petite Terre chérie, est peuplée d'êtres intelligents, je parle de vous ici présents, fort capables d'entrer en communication avec eux? Avec un beau geste. Ah bah oui, s'ils vous regardent en ce moment, c'est parfait, mais sinon, en l'appelant, voilà ce que je voulais vous faire dire. En l'appelant. Je dirais que je suis ici en tant qu'artiste, puisqu'en fait j'ai toujours eu cette double passion, d'exprimer la façon dont je perçois le monde dans un double langage, le langage qui se veut objectif de la science, et j'en ai fait mon métier, mais aussi le langage plus subjectif et plus émotif de l'expression artistique. Donc là, effectivement, c'est plutôt ce langage-là, même si effectivement mes dessins et mes gravures peuvent sembler très structurés, très mathématiques, c'est tout de même effectivement une autre forme de pensée aux questions qui m'intéressent, notamment la forme de l'espace, exprimée donc par le biais du dessin, de la gravure. Donc en général, dans mes dessins, en tout cas ceux qui sont très structurés comme celui-là ou certains autres, je commence par une sorte d'épure où j'ai placé en fait les lignes de force de ma perspective et après les points particuliers qui vont briser la perspective. Parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours de montrer des structures qui sont apparemment ordonnées, mais qui en fait sont impossibles à réaliser dans l'espace ordinaire. Donc il y a quand même une notion de temps qui intervient. Comme dans celui-là, là, qui s'appelle le Chronos, et Chronos c'est justement le temps, il y a aussi, je pense, même si apparemment l'architecture paraît figée, il y a une sorte de flèche temporelle qui est indiquée à la fois par ça qui se dégrade peu à peu et qui est suspendu, donc c'est une sorte de mouvement, et puis il y a toujours cette chute de dés. En fait, c'était une soirée qui était un peu l'amalgame entre des techniques d'art graphique et la poésie. Deux techniques d'art totalement différentes, autour d'un thème cependant fédérateur, et puis une poésie dont vous avez pu entendre à la fois l'humour, le sérieux, le rêve qu'elle suscite. Tout à fait, oui. Donc c'est absolument remarquable. Mon sentiment, c'est que c'est véritablement une exposition culturelle, tout à fait intéressante et riche, et ça m'a permis, moi, de découvrir les talents de M. Simon. Je le savais, artiste peintre, mais je ne le connaissais pas, écrivain et poète. Ah oui, non, c'est vrai, il n'a pas trouvé.
entièrement consacré à l'observation. On construisait des télescopes de plus en plus grands, de plus en plus perfectionnés, pour voir de plus en plus de choses. Et aujourd'hui, l'astronomie, c'est devenu un domaine extraordinairement vaste. Et il y a des astronomes professionnels comme moi, qui ne mettent jamais l'œil derrière un télescope. Bon, moi, je suis plutôt ce que l'on appelle un astrophysicien. Le terme est un peu plus barbare, mais ça veut dire qu'en fait, les astrophysiciens, ils essaient plutôt de comprendre la physique, c'est-à-dire la façon dont fonctionnent les astres. Voilà. Quand on va en dehors du système solaire et qu'on explore les étoiles, eh bien, une distance tellement considérable, on décide de parler non plus en kilomètres, mais en années-lumière, et comme le nom l'indique, l'année-lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière en une année complète, étant entendu que chaque seconde, elle fait 300 000 km. Donc, mis ça bout à bout, toutes les secondes au cours de l'année, ça fait une année-lumière, ça fait 10 000 milliards de kilomètres. Et les étoiles filantes, effectivement, on a compris que c'était des météorites absolument minuscules, beaucoup plus petits qu'un millimètre, beaucoup plus petits que ça, et qui sont en quelque sorte de la poussière de comètes. Les comètes, je disais tout à l'heure, elles développaient de grandes chevelures, parce que s'approchaient du Soleil. Cette chevelure, il y a des gaz et des petites particules. Elles restent sur place, et quand la Terre traverse ces sillages de comètes, un peu comme le sillage d'un navire, eh bien ces petites particules s'enflamment dans l'atmosphère. De façon très brève, ça fait un petit éclair, que l'on appelle une étoile filante. Donc en fait, on a deux interrupteurs. Le premier interrupteur, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le petit voyant qui s'allume. Ça nous indique en fait que l'électricité de ma voiture, enfin de la batterie, arrive bien au pupitre de commande. Et ensuite, donc, le deuxième bouton va donc de mon pupitre à la rampe de lancement. Et donc c'est pareil, il n'y a personne là-haut. Il y a un petit système d'allumage, c'est un bouton poussoir, quand on pitre, l'électricité va là-haut et donc ça décolle la fusée. Donc les enfants en fait mettent la fusée là-bas. Donc en fait, voilà, un par un, il me retrouve à la rampe de lancement, on met les allumeurs là-haut, donc on peut attacher avec deux pinces crocodiles, il y a un pôle positif et négatif sur les allumeurs, et puis après ils reviennent au pupitre de commande. Là on a une sécurité que la maîtresse a dans la main, et donc ce qui sert en fait de coupe-circuit. Et donc en fait l'enfant en a une, la maîtresse en a une ou moins. Puis en fait l'enfant, il y a un décompte qui est obligatoire. Donc les enfants font 5, 4, 3, 2, 1, à 0, la fusée décolle du premier coup. Je crois que le lancement a été assez réussi. Parce qu'il en faut des trous, mais des trous bien placés. Donc quand vous faites vos trous pour passer la ficelle, essayez de fixer la ficelle, mais délicatement. On doit recommencer. Non, franchement, je fais juste tout seul. Vous repérez. Ça ne peut pas passer, hein. À ce moment-là, on fait un nœud. Ceux qui viennent à la peinture avec moi. Ce que vous faites, c'est que vous posez votre tube à l'endroit où vous voulez faire la couleur. On a du doré, du bleu, du jaune, du rouge, il y a du blanc aussi. Donc vous mettez un gant dans la main gauche pour que vous puissiez tenir l'objet avec votre main, puis bomber de l'autre côté. Eh bien, le tube de haut en bas. Ça le fait s'envoler, c'est pour ça que je disais qu'il faut bien le tenir. Une fois qu'il y a du plat, tu remontes à la machine. Comme ça, donc tu descends. Tu branches.
D'accord? Vous ne touchez à rien, vous savez quelles sont les consignes. Le rôle de cette fiche consistera à faire figurer les paramètres de votre microfusée. Oui, je pense qu'ils sont assez contents. Et j'en ai vu certains qui nous demandent si éventuellement il va y avoir une suite ou pas. L'opération Cosmos qui s'est déroulée depuis juin, qui s'est déroulée tout l'été, et dont le point d'orgue, en quelque sorte, c'est aujourd'hui, avec la remise des prix, puisque vous avez concouru en mettant dans des urnes qui étaient dispersées, réparties un peu partout dans la commune. Vous avez donc répondu à des questions qui étaient sacrément difficiles. Moi, je veux dire que je n'étais pas très doué, je n'étais pas très fort, j'aurais pas gagné. Et donc aujourd'hui, le but de cette réunion, c'est de vous remettre les lots que vous avez brièvement gagnés. Donc il y a des lots de grande valeur, hein, des lunettes astronomiques, des jumelles, etc. Mais évidemment, il y a un classement quand même, puisque l'éventail est largement ouvert, ça va de 0 faute à 9 fautes, mais tout le monde sera quand même récompensé à la mesure de ses efforts. Il y aura quand même nécessité de faire un petit peu de tirage au sort, parce qu'il y a un certain nombre d'ex-aequo, et notamment pour le premier prix. Alors les 3 élus, les 3 enfants qui ont 0 faute sont Marie-Orline Bouvatier, Lucie Le Forestier et Thibaut Désiré. Le gagnant est, comme on dit dans les jeux, le gagnant est Thibaut Désiré. Merci d'être là ce soir pour la remise des prix. Je vous félicite tous les enfants pour votre curiosité et pour avoir participé au concours de Cosmos 2000. Et puis je voudrais en profiter pour aussi remercier la mairie de Saint-Cyr-en-Val, M. Turbo et M. Simon d'avoir mis les moyens pour réaliser cette grande opération pour l'année 2000 donc, de Cosmos. Alors les partenaires sont au nombre de 4 qui nous ont aidés donc, à réunir les lots et parfois même à nous les offrir. Il y a la Maison d'Astronomie qui est à Paris, il y a Ciel Espace, le magazine qui est affilié à l'Association française d'astronomie, l'Espace Ciel Ouvert à Nancy, donc c'est un espace de découverte au radiotélescope de Nancy, et puis le Palais de la Découverte. Par exemple, celle-là, elle est impeccable parce que les ailerons ne jettent pas. Il y en a qui font des ailerons assez lourds et qui débordent. Et donc, on a du mal à placer la lumière correctement. Et des fois, donc, on la bloquer avec des cailloux. Alors, une petite feuille de sang. Et vous n'allez pas vous arrêter là? L'édition 2001 et... En préparation. Après, je vais la soumettre à monsieur le maire et on va voir ce qu'il fait.